Qu'est-ce que c'est que la confidentialité différentielle, Omar? Est-ce que c'est vraiment important ce terme? C'est très important en vrai. Confidentialité différentielle. Non seulement ça a l'air ennuyant et en plus c'est très chiant à dire. Mais pas de panique, vous allez voir. Je vais surtout vous parler, t'inquiète pas, de Google Maps et de Netflix. Je vais rien vous apprendre, mais quand vous checkez un resto sur Google Maps, vous avez ce genre d'interface. Du coup, voilà, tu checkes un lieu et tout. Il y a plein de données sur le lieu et ces données, elles sont créées grâce aux utilisateurs. C'est pas un employé de Google qui vient et qui met tout ça, non. C'est les gens qui ont fréquenté le lieu. Du coup, c'est les photos des plats, on les voit là. Attends, je peux dire un truc. Oui. Il y a une photo d'un plat que j'ai fait une fois. Google m'a dit qu'elle a été vue plus de 196 000 fois. Ouais. Tu es populaire. Je suis un super guide. Voilà. Et dans toutes ces données, il y en a donc certaines qui sont publiques. Quand tu laisses un avis, c'est public. Mais il y en a aussi certaines, c'est pas ouf. Si jamais tu dévoiles un peu trop le truc. Je pense notamment aux données de fréquentation du lieu. Ça, vous l'avez déjà vu en checkant une affiche d'un lieu et tout. Donc, c'est qui montre le taux d'animation, comme ils appellent ça. Le taux de fréquentation d'un lieu. Et on a souvent ce genre de commentaires. Donc là, j'ai assez animé. Des fois, c'est plus fréquenté que d'habitude, etc. Je vous apprends rien là. Là, tu inquiétez pas. Un truc qu'on connaît. Et là, dedans, il y a de la confidentialité différentielle. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Donc, comme je disais, quand on laisse un commentaire, si je le fais moi, Omar, j'ai kiffé ce resto, je laisse 5 étoiles et je mets plein de bons commentaires et tout, il y a mon nom qui apparaît, mais c'est parce que j'ai voulu le dire. J'y étais, j'ai adoré. Du coup, il y a une intention de dire, ce commentaire, je le laisse avec mon nom public. Voilà, c'est moi qui ai liké ça. Par contre, quand je suis allé au bar à telle heure, et que je l'ai quitté à telle heure, j'ai pas envie que quelqu'un, juste en regardant ce graphique, il soit capable de dire ok, Omar, il est rentré à 18h, il est parti à 23h, et c'était tel jour, à tel moment, etc., dans tel lieu, enfin voilà. Ça, c'est plus touchy, d'un coup. Ouais. Et j'imagine autour de la table... on n'a pas envie d'avoir sa vie traquée. Mais pourtant, c'est des données basées sur les utilisateurs de Google Maps, ça. Ouais. Alors, comment tu fais en sorte... à quel moment Google interroge le smartphone pour savoir où est-ce que tu es, localisation, tout ça et mais tout. Ça veut dire qu'il y a mais tu sais, t'as toujours une petite demande dans ton smartphone. Est-ce que tu veux l'activer que quand l'application est ouverte? Est-ce que tu veux l'activer tout le temps? Je pense qu'il y a au-delà de ça, il y a aussi peut-être les services Google de base. Une fois que t'as la position Google aussi, je pense qu'avec juste le fait que tu sois sur un service Google et tout, non mais juste les services Google en fait, qui sont essentiels et tout, je pense que ça peut alimenter aussi un peu Google Maps et tout ça. L'idée de Google Maps, c'est de faire en sorte que personne ne peut déduire l'identité de quelqu'un juste en regardant l'histogramme. Ouais. Et là, dans les commentaires ou là autour de cette table, vous allez me dire mais ça va, en regardant ça, t'abuses un peu. Oui, ça va, t'abuses un peu. Ça c'est plutôt pratique, c'est dangereux. C'est impossible de savoir l'identité de quelqu'un juste avec ces barres là, des barres là et tout. Et attention, c'est là où je vous dirais évidemment que vous avez tort, mais j'y reviendrai juste un petit peu après pour expliquer exactement. Tu vas faire peur aux foules. C'est ça. Ouais. Et il faut savoir que du coup, si on ne fait pas bien gaffe, ça peut faire une brèche de confidentialité. Et c'est là où la confidentialité différentielle, vraiment j'ai choisi le pire terme pour expliquer, c'est là où ça va intervenir. Et il faut savoir que c'est vraiment ultra sérieux. Quand j'en avais parlé à Google, ça remonte à quelques années, j'étais face à un chercheur qui faisait sa thèse dessus, donc c'est Serious Business. Je me suis renseigné tout à l'heure sur le chercheur, il a eu sa thèse entre temps et il n'est plus chez Google mais il était hyper impliqué, il m'expliquait tout un tas de trucs, et en fait c'est des algorithmes et une méthodologie hyper rigoureuse pour s'en assurer. Donc c'est pour ça aussi je te disais c'est important, c'est que derrière il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place, et c'est pas juste j'anonymise les personnes dans ma base de données et c'est bon, je balance mon graphique et c'est le tour est joué. Ça c'est vraiment pas suffisant. Et juste pour que ce soit bien clair, en fait, du coup, la confidentialité différentielle empêche de déduire les données d'entrée à partir des données de sortie. Ça, c'est la phrase un peu académique. Je voulais quand même la caler. J'ai pas compris. Je vais l'expliquer. J'ai pas compris, justement. Par exemple, image numéro 3, Naël. Pour comprendre cette phrase que je viens de lancer, ne pas déduire les données d'entrée à partir des données de sortie. Le graphique que je vous ai montré, c'est les données de sortie. Les données d'entrée, c'est l'identité de la personne. Et en fait, l'idée de la confidentialité différentielle, c'est que quand je regarde le graphique, évidemment qui n'apparaît pas, quand je regarde Quand je regarde le graphique, en gros, les histogrammes en bas, là, vous voyez entre le premier et le deuxième, il y a une personne qui est partie, je ne peux pas déduire ça. Et du coup, pour garantir ça, une sécurité robuste, Google Maps va mentir. Ouais.
Il faut y avoir une petite réaction, mais. Ouais, exactement, merci beaucoup. Je l'ai choqué en fait. Waouh, choqué, exactement. En fait, Google ment, et attention, j'exagère donc évidemment là, en disant qu'il ment. Google ment. C'est ça, voilà. Ça sera le titre de cet extrait. Et alors, Google Maps ne va pas. C'est pas tout à fait qu'il mente. En vrai, plutôt que la notion de mentir, c'est la notion de ajouter du bruit aux données qu'il va falloir retenir. La confidentialité différentielle, c'est ajouter du bruit à une base de données. Exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'on va ajouter Omar, t'es un génie, fallait que je te le dise, parce que là, franchement, tout ce que tu dis, ça rentre tout seul dans ma tête. On va ajouter volontairement des approximations dans la base de données. Ok. J'avais envie de te perturber. Okay. Et en fait, là, du coup, tu m'as perturbé, je vais arriver. Ça marchait. Du coup, on va ajouter de l'approximation, et en fait, tout le problème de ça, c'est de trouver le point d'équilibre. Il faut que la donnée reste assez précise pour être pertinente, et en même temps qu'elle soit assez floue, pour ne jamais trahir l'identité de quelqu'un. Donc, mon exemple de Google Maps, imaginons salle d'escalade, il y a 100 personnes à 14h dans la salle d'escalade, une heure après, il y a 101 personnes. Encore une fois, un pirate un peu ingénieux, il voit ces deux bases de données, il peut isoler la personne en tout cas, se concentrer sur elle et grâce à d'autres techniques que je pourrais expliquer un peu après, l'identifier et savoir, ok, cette personne était à tel lieu à tel moment. Ouais. Confidentialité, pas ouf. Avec la confidentialité différentielle, quand il y a 100 personnes, Google Maps à 14h, Google Maps va dire en fait il y en a 99. Quand il y en aura 101, il va dire il y en a 104. Et en fait, l'idée globale, elle est la même. Il truc et tout. Et en fait, c'est toujours ce point d'équilibre en mode, l'information, tu l'as, la salle d'escalade, elle est bondée. Donc, c'est tout ce que tu as besoin de retenir, qui est exactement tel nombre de personnes. C'est d'ailleurs pour ça que le graphique, il veut un peu rien dire en termes de les barres, plus elles sont. Ouais, je sais pas combien ça représente de gens. En effet, ouais. Et du coup, en fait, finalement, ce que toi tu lis, c'est, bon, là, je vais éviter d'y aller, la barre, elle est là. Il n'y a pas d'échelle de mesure. C'est ça. En fait. Et si elle était plus précise, en fait, quelqu'un de mal intentionné pourrait se dire, exploiter cette précision justement. Il faut pas que ce soit trop précis et en même temps, il faut pas que ce soit trop éloigné de la réalité. Sinon, ça n'a aucun intérêt. J'ai bien aimé ta métaphore du bruit. C'est même pas une métaphore, c'est pas la mienne, c'est le terme. C'est le terme. Je croyais que c'était toi qui l'avais inventé. C'est pour ça que j'ai dit que t'étais un génie. Je suis déçu. C'est pas moi le génie. Parce que cette image me parle. Tu vois, je sais pas, c'est comme du bruit. C'est comme un truc basique. Tu rajoutes du bruit, c'est de la fluctuation, exactement et tout. C'est ça. Et du coup, à la fin, la donnée donc est fausse, mais on a l'idée globale. Donc c'est une variable en gros. Tu dis une fois il va être un peu au-dessus, une fois il va être un peu en dessous, etc., etc. Et donc j'ai l'impression que vous avez le concept global de la confidentialité différentielle. C'était la partie la plus difficile, parce que maintenant je vais vous donner des exemples plus concrets de quand, sans confidentialité différentielle, on a identifié des gens dans une base de données qui semblait pourtant protégée. T'as mis combien de fois le terme dans ta chronique ? Je sais pas. Il faudrait que je te fasse un contrôle F. En plus, je l'ai écrit vite, donc il doit y avoir des petites fautes. Et du coup, c'est là où je vais vous parler de Netflix. Oh oui. Ils nous mentent aussi, ceux-là ? Non. Mais ils ont fait une belle boulette. Et c'est un super exemple parce que donc avant d'être la plus grande plateforme, je crois, SVOD Netflix, c'était un service de livraison et de location et livraison de DVD. Tout à fait. Et en 2006, ils ont fait une si belle boulette que ça a même fait un article scientifique. J'ai même fait la petite capture d'écran que Naël pourra afficher. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait en 2006 ? Et là, je vais devoir être un peu plus précis. Ils ont publié 100 millions de notes. Voilà, ça c'est l'article scientifique qui en a découlé. Et ils ont publié 100 millions de notes attribuées par 500 000 abonnés. 500 000 abonnés, évidemment, anonymisées. C'est quoi des notes ? Des notes de films. Ah, genre j'aime pas ? Ouais. Non, c'est notes. On peut pas mettre des étoiles sur Netflix. À l'époque, tu mettais des étoiles. C'est de 1 à 5 étoiles, par exemple, ou de 1 à 10 étoiles. Comme Allociné, quoi. Exactement. Ok. Et du coup, ils avaient publié cette base de données, 100 millions de notes attribuées par 500 000 abonnés. Pourquoi ils ont fait ça ? Ils voulaient que des développeurs exploitent cette base de données pour créer un système, ou en tout cas optimiser un système de recommandation. Système de recommandation, image suivante, Naël, qu'on retrouve donc aujourd'hui dans le service SVOD, vous savez, recommandé à 98%. Ouais. La base, elle est là, en fait. C'était un peu tout ça. Et en fait... voilà, c'est ce petit montage que j'ai fait d'ailleurs. Voilà. Wow. Et série, un peu vieille, mais que j'avais bien aimé à l'époque. Et du coup, Netflix, donc comme je l'ai dit, avait anonymisé les données, mais c'était dangereux de croire que c'était suffisant. Et ça n'a pas raté. Il y a deux chercheurs. Ceux qui ont écrit l'article scientifique là, Arvind
Narayanan et Vitaly Shmatikov qui ont pris cette base de données Netflix et qui sont allés en fait tout simplement la comparer à IMDb, le halluciné mondial même et tout. Et ils ont comparé en fait les notes attribuées. Et en fait, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que la manière dont les gens notent des films, surtout quand c'est pas les 100 films les plus populaires de IMDb, c'est un pattern un peu unique à chaque personne. Il y a une personne qui va mettre 5 sur 10 à film A, 3 sur 10 à film B et 4 sur 10 à film C, tu vois. Et ils voient ça. Identifier. Et du coup, ils voient ça. Et sur IMDb, c'est public parce que tu as ton profil, machin et tout. Et ils font tac, tac, tac. Ils vont comparer quelqu'un qui a le même pattern dans la base de données des 500 000 abonnés de Netflix, qui, elle, est anonymisée. Tac, tac. Et juste en regardant, ils ont pu identifier quasi toutes les personnes. Ça montre qu'anonymiser les données. Anonymiser, ce n'est pas suffisant. Pour empêcher c'est pour ça que c'est là où intervient la confidentialité des données ça implique quand même que les utilisateurs faisaient des notes et sur Netflix et sur IMDb. Oui, mais du coup, là, c'est un exemple un peu rigolo. Et je vais justement, tu m'amènes au sujet. Donc là, voilà. Là, je parle de données de sortie, données d'entrée. Et là, une donnée de sortie, ils ont pu en déduire la donnée d'entrée. Donc, ils ont juste vu les notes et ils ont pu en déduire qui était chacun. Ouais. Et qui a aimé tel truc, alors que la base, celle-là, elle est anonymisée. Donc là, on est sur un exemple pas très grave, mais il est clair. Mais comme le cap. Et l'exemple le plus grave, du coup, que je voulais citer, ça arrive aux États-Unis. Il y avait des données médicales de patients d'un hôpital dans l'État de Washington qu'on pouvait déduire grâce aux articles de presse. Donc là, je vais te mettre la dernière image, Naël, c'est ça. Donc je vous laisse déchiffrer si vous avez le temps. Je vais vous l'expliquer surtout. Ouais. À droite, tu as l'article de presse, à gauche, tu as un dossier médical. Et en fait, juste en voyant quelques éléments que l'article de presse disait, un tel a eu un accident de voiture, par exemple, en fait, tu pouvais, juste avec quelques éléments qui étaient donnés dans l'article de presse, et dans l'article de presse, il y a le nom, là, on voit Ronald Jameson, tu pouvais, après, peut-être en hackant, en accédant à la base de données médicale, avoir le fichier médical de la personne. Donc, c'est OK de savoir qu'il a eu un accident de voiture. Tu vois, à la limite, enfin, voilà, c'est dans la presse et tout. Mais derrière, après, c'est tout son dossier médical. On est quand même sur quelque chose de particulièrement confidentiel. Voilà. Et ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de confidentialité différentielle. C'est que après, c'est peut-être plus difficile dans des dossiers médicaux d'ajouter du bruit et tout. Ouais, mais c'est ça, ajouter du bruit. Mais c'est pour donner des exemples, en tout cas, de attention. Corrélation des données. T'as peut-être anonymisé, t'as réussi à cacher, à part quelques techniques et tout, de cacher le nom dans ton fichier médical, ou en tout cas de pas pouvoir y accéder facilement. Mais hop, tu lis juste l'article de presse et tu te dis il y a corrélation, il a 46 ans, il a été hospitalisé tel jour, ouais, ça marche, tac, 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 tac. Et en fait, si jamais tu découvres peut-être des secrets médicaux sur lui. Pour clarifier, parce que moi, en lisant le document, si je comprends bien. Oui, pardon, c'est tiré de l'article scientifique. C'est que du coup, là, tu disais Ronald Jameson, mais en l'occurrence, je pense que le nom a été modifié pour l'article de presse, qui est souvent le cas pour des affaires comme ça. Oui. De modifier le nom et du coup. En fait, tu pourrais penser que Ronald Jameson, c'est bon, ils ont le nom, il suffit de faire de rechercher la vie médicale. Oui, et en fait, justement, c'est la seule donnée qu'ils ne mettent pas en corrélation avec la partie gauche. C'est tout le reste, en fait, qui sert de corrélation pour retrouver la personne, en fait, avec tous les détails de l'accident. Je voulais. Ouais, tout à fait, oui. Tout à fait, je l'ai peut-être mal dit en effet. Non, et tout ça pour dire que bon voilà, là on est sur des sujets beaucoup plus sensibles et Google Maps, mine de rien, c'est assez sensible de savoir exactement que tous les utilisateurs Google Maps pourraient avoir en fait ok, je vois cette base de données, il suffit que je la mette en comparaison avec une autre base de données peut-être un peu moins bien protégée. Et même si peut-être chacune des deux bases de données se dit ok, j'ai anonymisé un petit peu comme ça et tout, c'est jamais suffisant. Il y a tout. C'est pour ça que je disais, et je vais vous épargner toute la complexité des algorithmes et tout ça qu'il y a à mettre en place. D'ailleurs, Google partage un code testé et robuste depuis 2019 sur GitHub pour inciter de plus en plus de plateformes à adopter justement ce brouillage de données. En gros, il faut brouiller les données, mais pour qu'elles soient juste ce qu'il faut d'imprécis, ce qu'il faut de précis pour avoir le bon équilibre. Et en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Et c'est un gros sujet, la confidentialité différentielle, chez Google, donc comme je le disais, chez Microsoft aussi, c'est même quelqu'un de Microsoft qui avait inventé le terme, si je dis pas de bêtises. Chez Apple, j'imagine aussi, et que beaucoup de leur communication, c'est sur la protection des données. Et en plus, aujourd'hui, à l'ère de l'IA générative, où, surtout sur l'IA générative, beaucoup de choses passent par le cloud, il suffit d'un truc on n'est pas assez voilà, il suffit d'un truc en fait, on n'est pas assez juste, d'un maillon faible en fait dans la chaîne. Il suffit d'un petit maillon faible dans la chaîne pour se dire en fait ma photo où j'ai retouché le truc machin et tout, quelqu'un l'intercepte et peut-être que entre temps
entre-temps, c'est anonymisé, machin et tout, mais il suffit juste d'une autre base de données sur laquelle il peut s'appuyer, machin et tout, et quelqu'un de mal intentionné peut déduire beaucoup de choses sur nous. Et c'est pour ça que je voulais pas être trop anxiogène non plus. Il faut quand même beaucoup de conditions, mais c'est juste se dire ne jamais se contenter de anonymiser. On a vu il y a quelques exemples qui montrent que ça ne suffit pas juste de se dire j'ai caché les noms. En général, l'anonymat c'est un faux ami en général. Mais surtout, j'ai fini. Même sans confidentialité différentielle, il y a déjà quand même toute une part de proba qui entre en ligne de cause. Ouais. Là, si je ne me trompe pas, dans l'article de presse qu'on voyait, j'ai lu sur la fin la cause de l'accident. C'était un accident de moto avec, il y avait Airborne dedans, donc avec un avion ou je sais pas quoi. Enfin, c'est le genre de choses où, telle date, potentiellement dans l'État, il y en a eu un qui a eu ça. C'est quoi, ça, oui, bien sûr. Si tu as opéré de l'appendicite, peut-être moins, mais il suffit d'un autre détail donné, et du coup tu mets des trucs comme ça. Et c'est intéressant ce que tu dis dans la publicité ciblée, par exemple. La publicité ciblée, en fait, le principe de la publicité ciblée, c'est de mettre ensemble des gens qui ont un centre d'intérêt commun. Et le truc, c'est que, en fait, techniquement, tu dévoiles déjà une info sur eux dans une base de données. Il y a pas nos noms et tout, mais nous deux, on aime les smartphones, par exemple. Google le sait, il va nous targeter avec les mêmes pubs, machin, et du coup, quelque part dans une base de données, on a Edouard Leric et Omar Belkab, sans doute, et tout, qui aiment les smartphones. Nos noms sont effacés, mais on a quand même une info sur nous, on aime les smartphones. Et il faut peut-être juste comparer avec un autre truc. Ok, les deux aiment les smartphones, avec telle adresse IP, peut-être, je sais pas, quelque chose, on est hacké, et hop, Ok. Et on découvre que t'aimes les smartphones. Évidemment, je veux pas être. Oui. Mais il y a la même adresse IP, t'aimes aussi d'autres trucs, et on t'aime les mangas, et en fait. Et puis ça parle aussi, pas forcément même de trucs forcément dangereux, on parle aussi juste de confidentialité. Et il faut pas forcément savoir quelque chose à se reprocher pour ne pas avoir envie que juste tout le monde mette le nez dedans. J'aime les mangas, j'aime, je sais pas, les jeux de rôle et tout. J'ai pas forcément envie que tout le monde soit par-dessus mon épaule en train de. À quel moment il joue, qu'est-ce qu'il fait. J'ai rien à caché, mais j'ai pas envie forcément de le montrer. Le nombre de fois où il y a des sites ou des trucs qui révèlent sans faire exprès, ou parce que justement ça a été mal protégé, les adresses privées des gens, les adresses même postales des gens. Il y a quelques années, pour les jeux, il y avait les journalistes de jeux vidéo. l'E3, qui était le plus gros salon de jeux vidéo, avait révélé par erreur, je sors un peu du sujet, mais qui avait révélé par erreur l'adresse postale de tous les journalistes qui étaient dans leur base de données. Donc c'est problématique en termes de confidentialité, c'est problématique, surtout que quand tu peux te faire harceler ou quand tu peux. Et l'exemple que tu voulais donner tout à l'heure sur Strava, c'est que c'était des militaires qui avaient Strava, je crois que c'est ça, qui avaient des militaires qui avaient une montre connectée Strava, ou en tout cas l'application Strava pour suivre leur parcours, et ils faisaient ça autour d'un rectangle tous. Dans le vide, en fait. Dans le vide, nulle part. Et il y avait un truc Strava. Dans une zone militaire, du coup. Non, mais en fait, c'est que du coup, tu sais pas que c'est une zone militaire. Tu pouvais délimiter avec leur tracé de Strava, tu pouvais délimiter la zone militaire. En plus américaine, donc le truc. Le truc était censé, normalement, c'est pas indiqué sur Google Maps, c'est vachement confidentiel, etc. Et en fait, à partir de, quand tu vois qu'il y a 60, une centaine de personnes qui font le même tracé tous les jours, au milieu du vide, au milieu du tu vises au milieu et tu te dis, il va y avoir un chemin, un bâtiment au milieu, j'en sais rien. Un truc chelou, quoi. Donc, et ça avait été un gros problème, notamment. Et pareil, là, est-ce que un truc pour un peu brouiller, c'est plus facile à dire qu'à faire à chaque fois. C'est assez conceptuel. En fait, c'est un concept. C'est un concept, et que des entreprises, je sais que Google et Microsoft sont ceux qui veulent le plus le pousser. Je pense aussi pour redorer leur blason, notamment. Google c'est ceux qui utilisent le plus. En fait, en vrai, c'est pour ça que par rapport à Apple est un petit peu moins concerné, parce que en fait, ceux qui veulent le plus faire de la confidentialité différentielle, c'est ceux qui font de la pub. Non, alors d'une part, et surtout ceux qui font de l'analyse de données dans le cloud. Apple, ils font de l'analyse de données sur ton device directement. Donc c'est un peu moins concerné, alors que Google, ils veulent récolter un maximum de données. Et ils veulent pas que ce pactole de données, en fait, révèle des choses parce que eux, au moindre piratage, c'est... Puis, surtout Google, leur business model repose sur la pub et sur les données. Mais t'imagines beaucoup moins. Donc le backlash monumental qu'ils se prendront s'il y a leur cloud se fait pirater, et en fait, même si ça a été caché et anonymisé, en fait, t'as toute cette banque de données, et il suffit que les gens piochent dessus, et ils sont ingénieux, les pirates malveillants, ils sont ingénieux, parce qu'à chaque fois, il faut inventer de nouvelles techniques et des concepts même maintenant sur lesquels les gens font des thèses et tout ça, et auxquels Google nous avait vraiment fait tout un truc, et ce que je vous ai sorti, c'était pas mal de choses, notamment que Google nous avait présenté, et ce que je voulais montrer, c'est que c'était dans un truc aussi simple que Google Maps. C'est pas juste des histogrammes, c'est derrière, il y a tout un tas de trucs qui a été réfléchi par des scientifiques, quoi. Très bien, merci Omar. Voilà.